Buzzati, Voyage aux enfers du siècle, partie 7. Fauve au volant. Peut-être le directeur a-t-il eu tort de choisir, pour faire un reportage sur l'enfer, un homme timide, gracile, de santé débile et emprunté comme moi. Au moindre embarras, je rougis, et je me mets à bafouiller. Je ne fais pas 80 cm de tour de poitrine, j'ai un complexe d'infériorité et le menton fuyant, et si parfois je m'en sors, c'est uniquement par mon zèle. Heureusement que j'ai acheté une automobile. Mais le zèle compte peu dans un endroit comme l'enfer. En apparence, tout, ici, peut paraître identique à la vie courante. À certains moments, il me semble être réellement à Milan. Les rues semblent les mêmes, les enseignes des magasins, les affiches, les figures des gens, la façon de marcher et ainsi de suite. Et cependant, à peine a-t-on un contact avec son prochain, ne serait-ce que pour une simple demande de renseignements, ou les deux, 3 mots que l'on échange en achetant un paquet de cigarettes ou en prenant un café, cela suffit pour qu'immédiatement on remarque une indifférence, un éloignement, une froideur impassible et grise. C'est comme si on touchait une moelleuse couverture en duvet et que l'on s'aperçoive qu'il y a dessous une plaque de fer ou de marbre. Cette plaque décourageante est aussi large que la ville. Il n'y a pas un seul coin ici dans la métropole de l'enfer où l'on ne se cogne contre cette maudite dureté. Pour ça, il faudrait des types beaucoup plus costauds et débrouillards que moi. Heureusement, maintenant, j'ai une voiture. L'identité de certains quartiers de l'enfer avec Milan est telle qu'il vous vient parfois un doute. On se demande s'il y a vraiment une différence, si en réalité ce n'est pas une seule et même chose. Je dis Milan comme ça, pour dire ma ville, celle de chacun de nous, la ville de la vie normale. Parce qu'à Milan aussi, il suffirait d'appuyer un peu sur la couverture, de gratter le doux vernis pour découvrir le dur, la plaque d'indifférence et de glace. Heureusement, j'ai acheté une automobile, et la situation s'est améliorée. Cela signifie beaucoup en enfer, ici, l'automobile. Lorsque je suis allé en prendre livraison, un fait curieux. Les voitures prêtes à être livrées sont alignées en très longues files, dans un hall immense. Eh bien, savez-vous qui était en train de se démener au milieu de ces voitures dans une voyante salopette bleue? Rosella, la jeune assistante de Madame Belzébuth, la gracieuse petite diablesse. Nous nous sommes reconnus sur le champ, au premier coup d'œil. « Qu'est-ce que vous faites là, accoutrée dans cette façon ?»« Moi ? Je travaille. »« Vous avez quitté votre patronne ?»« Pas le moins du monde. Je vais, je viens. Dans le fond, c'est toujours la même entreprise. » Elle eut un petit rire. Elle tenait à la main un machin qui ressemblait à une grosse seringue. « Et quel est votre travail ici ?»« Finissage des carrosseries, » répondit-elle. « C'est assez intéressant. Allez, bonne journée, au revoir. » Elle fit quelques pas, puis se retourna en criant. « J'ai vu la vôtre. Grand modèle, mes compliments. On lui a fait un gonflage spécial. » À ce moment, le chef d'atelier m'appela pour me remettre la voiture. Elle était noire. L'intérieur avait cette exquise odeur de vernis frais, cette espèce de jeunesse. Mais que diable pouvait bien fabriquer Rosella dans cette grande usine d'automobile? Se trouvait-elle là par hasard quand j'y étais arrivé? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire avec son gonflage spécial? Quoi qu'il en fût, à peine m'étais-je assis devant le volant que je me sentis ragaillardi. Mais le véritable changement ne commença toutefois que 2 heures plus tard. Je ne sais pas, j'avais la sensation qu'un fluide, une énergie audacieuse se dégageait du cercle du volant, montait dans mes bras et se propageait partout. La Bull 370 est certainement une belle automobile, bien qu'elle ne soit ni bourgeoise ni cossue, ni même la voiture d'un playboy. 2 places, mais pas sport, avec un museau proéminent et insolent. Depuis que je la conduis, je suis un autre homme. Au volant de la Bull 370, je suis plus jeune et plus fort. Je suis devenu aussi plus beau, moi qui ai toujours tellement souffert de mon physique. Je me suis composé une expression désinvolte, hardie et plutôt moderne. Les femmes devraient me regarder avec plaisir et me désirer. Si je ralentis et que je m'arrête, les belles filles vont se jeter à l'abordage. Quelle fatigue d'avoir à se défendre de leur pluie de baisers. Ma physionomie s'est améliorée, surtout de 3 quarts.
mais plus particulièrement de profil. C'est un profil de consul romain du Premier Empire, à la fois viril et aristocratique. C'est le profil d'un champion de boxe. Mon nez était droit, mou et insignifiant. Désormais il est plutôt aquilin, tout en demeurant Camus, ce qui est très difficile à obtenir. Je ne sais si l'on peut parler de beauté dans le sens classique, mais le fait est que je me plais énormément quand je m'examine dans le rétroviseur. Ce qui est merveilleux surtout, c'est mon assurance quand je roule dans ma boule. Jusqu'à hier, je n'avais pas la moindre importance. Maintenant, je suis devenu très important. Je pense même que je suis l'homme le plus important. À vrai dire, l'unique de la capitale tout entière. Il n'y a pas de superlatif assez fort. La confiance en moi, le bien-être physique, une charge d'énergie sauvage, la superbe athlétique. J'ai des pectoraux comme la porte du dôme. J'ai envie de faire sentir qui je suis, j'ai envie de chercher querelle. Pensez donc, moi, à qui la seule idée d'une discussion en public je me sentais défaillir. J'enclenche la première vitesse et la seconde, je circule partout à la ronde, le tuyau d'échappement vibre et devient incandescent, mes 80 chevaux galopent par les rues, leurs sabots claquent bruyamment. 80, 90, 126, 100 000 chevaux pur sang. Tout à l'heure, il y avait un quidam qui venait sur ma droite. J'ai freiné. Mais quand il a vu mon visage, il a freiné lui aussi, et il m'a fait signe de passer. Alors, j'ai piqué une colère. « Bouseux! Andouille !» criai-je. « C'est à toi de passer! Qu'est-ce que ça signifie, ces plaisanteries ?» Et j'ai fait mine de descendre. Heureusement pour lui, il a décampé. Et ce chauffeur de camion? À un feu rouge, je devais tourner à gauche, je m'étais arrêté au milieu du croisement. Je coupais la route au monstre. L'homme a passé la tête à la portière. C'était une épouvantable brute, avec un bras de gorille. Et avec un bras de gorille, il a commencé à cogner sur sa portière comme un démon, en hurlant « Hé, grouille-toi, espèce de limace !» Comme s'il s'était exprimé en dialecte, les gens se sont mis à rire. Alors, je suis descendu, je suis allé me planter devant le camion, j'ai senti qu'alentour on faisait silence. Quel visage avais-je à ce moment-là? « Tu as quelque chose à dire ?» ai-je demandé lentement au gorille. « Il y a quelque chose qui te déplaît ?» Moi? Non, excusez-moi. Je parlais comme ça, pour plaisanter. J'ai entendu dire qu'ici, en enfer, ils mettent sur les volants des voitures un vernis spécial. C'est un produit semblable à cette drogue fameuse qui déchaînait les instincts troubles du Dr Jekyll. Peut-être est-ce la raison pour laquelle tant de personnes douces et soumises se transforment en goujats brutaux et grossiers dès qu'elles conduisent une auto. C'est pour cela que tout souvenir de courtoisie s'efface. On se sent loup parmi les loups. Les ridicules questions de préséance engagent à fond l'honneur sacré. L'impatience, la grossièreté, l'intolérance règnent. Ma voiture doit, de plus, avoir reçu un traitement particulier. La gracieuse Rosella, avec son gonflage spécial, y a probablement été un petit peu fort dans les doses. C'est pour cela qu'au volant de ma boule 370, je me sens avec satisfaction un tigre, un ambokide, une plénitude animale de vie, un désir d'excès, l'envie de m'imposer, de me faire craindre et respecter, le goût de l'offense, de l'épithète vulgaire, et comme telle humiliante, exactement les choses que jadis je haïssais plus que tout au monde. Et encore une autre chose. Cette férocité intérieure doit se refléter sur mon visage, dans mon expression, dans mes mouvements. J'ai l'illusion d'être plus beau qu'avant. Et pourtant, quand ma colère d'automobiliste explose, je lis dans les yeux des spectateurs la répulsion et l'horreur, comme pour Mr. Hyde. Est-ce le démon qui triomphe en moi? Et puis, le soir, lorsque je retourne dans l'immense solitude de ma maison, en pensant à la journée qui vient de s'achever, je suis épouvantée. Ainsi donc l'enfer a pénétré en moi, dans mon sang. Je jouis du mal et de la mortification des autres, je jouis d'opprimer mon prochain. Souvent je voudrais fouetter, battre, lacérer, tuer. Certains jours, dans ma voiture, j'erre sans but dans la ville pendant des heures, avec le seul espoir d'un incident qui me permettrait de m'en prendre à quelqu'un et de me décharger de la masse de haine et de violence qui gonfle en moi.
Non mais, vous avez vu cet idiot qui ne s'est pas aperçu que j'arrivais? Et son rétroviseur alors, à quoi ça lui sert? Pourquoi n'a-t-il pas mis son clignotant? En sortant brusquement du parking, une moyenne cylindrée m'a coupé la route. Je suis allé cogner dedans. Adieu, splendide phare droit. Imbécile! hurlai-je en sautant à terre. Regarde un peu les dégâts que tu as faits. Non mais comment peut-on être aussi bête? C'est un monsieur de 45 ans environ, avec une jolie petite tête blonde à côté de lui. Il sourit, se penche à la portière. Vous voulez que je vous dise, monsieur? Quoi? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Ah, vous voulez faire de l'esprit maintenant? Lui aussi descend. Je m'aperçois avec joie abjecte que mon aspect le fait frissonner. Je suis vraiment désolé, dit-il en me tendant sa carte de visite. Heureusement, je suis assuré. Ah, vous croyez que vous allez vous en tirer comme ça, hein? Vous croyez que ça va se passer comme ça? Avec l'index et le médius réunis, je lui assène des coups secs et méchants sur le nez. Tonino, laisse-le, viens, crie la fille de l'auto. Au cinquième coup, l'homme réagit en me repoussant, mais presque avec politesse. Bravo, je fulmine. De la violence en plus maintenant, on veut faire le coup de poing? Je le saisis par un bras et le lui tords cruellement derrière le dos. Je le contrains à se baisser. Lâche, dit-il. Au secours! Au secours! Et maintenant, mon salaud, tu embrasseras le gnon que tu as fait à ma voiture. Tu le lécheras avec ta langue comme les chiens. Ça t'apprendra à te tenir. Les gens, étonnés, stationnent autour de nous à regarder. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je autant de haine pour cet homme? Pourquoi devrais-je le voir mort? Pourquoi cette volupté de violence et d'injustice? Qui m'a ensorcelé? Je suis la méchanceté, la lâcheté, la forêt. Je suis heureux d'une façon répugnante. Fin de la partie 8.